commencer plutôt à présenter un peu ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces questions à la Fondation et ce qu'on fait en la matière. Et puis ensuite, Héloïse présentera plus particulièrement les activités qu'elle mène dans ce domaine à la Fondation. Et puis Cédric arrivera et on aura une discussion sur le fond. Alors 2 mots d'abord sur le sujet sciences et transmission. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Il y a une vieille préoccupation à la Fondation des Treilles, vieille, je veux dire, de plus de 15 ans, qui est de contribuer à l'éveil des vocations scientifiques chez les jeunes. C'est que nous avons en France un déficit de vocations scientifiques et tout doit être mis en œuvre pour pallier ce manque dont nous souffrons et qui est souvent dû à un défaut d'information, une mauvaise pédagogie. Bon. Alors nous avons, il y a 15 ans maintenant, commencé par être un des lieux d'accueil et mécènes de la main à la pâte, célèbre action menée par 3 membres d'Académie des sciences, dont Georges Charpak, mais pas seulement, Yves Quéré et Pierre Léna. Et donc pendant 10 ans, la main à la pâte a fait une partie de ses activités au Treilles. Donc au bout de 10 ans, nous avons songé qu'il fallait un peu changer les choses. Donc la main à la pâte a continué. Nous avons fait d'autres activités avec eux. On les avait aidés à faire des publications et nous avons continué un peu avec eux, mais nous sommes passés à d'autres techniques, si je puis dire. Nous nous sommes intéressés à d'autres types d'innovations, puisque nous sommes plutôt centrés sur l'innovation que sur l'accompagnement au long cours de la même action. Alors, ça s'inscrit dans la vocation scientifique de la Fondation des Treilles, donc c'était un accompagnement naturel de notre activité principale, qui est le soutien à la recherche. Alors, Héloïse Dufour, qui travaille surtout pour la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, qui est l'autre fondation créée par Madame Gruner-Schlumberger, la fondatrice de la Fondation des Treilles, développe dans ce cadre des activités spécifiques, dont certaines se passent au Treilles. Et alors 2 mots sur elle, c'est une jeune scientifique elle-même, elle est docteure en neurobiologie. Alors neurobiologiste, nous on en fréquente beaucoup, mais assez rarement de cet âge-là, voilà. Et surtout de cette allure-là, si je puis dire aussi. Bon. Et donc, c'est un chercheur, mais qui s'intéresse plus particulièrement, qui se dédie plus particulièrement donc à la propagation de l'esprit scientifique et à l'éveil des vocations. Et donc, alors, quant à Cédric Villani, c'est plus classiquement un chercheur. C'est un mathématicien, lui, un chercheur en mathématiques, qui a été accueilli au Treilles dans des séminaires sur les mathématiques, nous en faisons aussi, et dans l'un de ces séminaires, il était au Treilles, il a appris qu'il avait la médaille Fields. Voilà. Ensuite, c'était sympathique, nous avons découvert sa capacité pédagogique extraordinaire parce qu'il a pris sur lui d'expliquer aux agents des Treilles, à la fin d'un séminaire, de quoi il parlait. Alors, expliquer clairement à des non-mathématiciens quel est le sujet d'un séminaire de recherche en mathématiques, c'est en soi un exploit. Et quand ça marche en plus, c'est-à-dire quand les gens ont compris, ou pensent qu'ils ont compris, parce que c'est tout ce qui compte, c'est quand même assez extraordinaire et nous n'avons pas été extraordinairement étonnés qu'ils finissent par être appelés à d'autres activités que celles de purs chercheurs. Alors, entre-temps, il est rentré dans le conseil scientifique des Treilles, où il a fait un mandat extrêmement utile, il était très assidu, et il ne nous a quittés que quand il a quitté le conseil scientifique des Treilles, exclusivement quand il a été élu député. Voilà. Donc il va arriver, il a promis qu'il arriverait, donc il va arriver, et en attendant, je vais céder la parole à Héloïse pour qu'elle nous présente donc son travail concret, et puis ensuite ils auront une discussion entre eux sur la question même, qui est la question de fond. Pourquoi faire ça? Et je laisse la parole à Héloïse. Merci. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Effectivement, merci beaucoup Madame de Saint-Fulgent pour cette introduction, pour cette invitation également.
Je suis désolée d'être seule pour le moment. J'imagine bien que c'est plutôt pas moi que vous attendiez. Néanmoins, effectivement, c'est l'occasion de détailler ce que nous faisons avec la Fondation des Treilles, dont Madame de Saint-Pulgent a rappelé l'attachement historique à ces questions de science et transmission. Elle a mentionné effectivement la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, qui, au-delà de son soutien à la Fondation des Treilles, soutient également de jeunes chercheurs en biologie qui, lorsqu'ils lancent leur laboratoire, pour vraiment les aider à se développer, on choisit des gens dont on suppute qu'ils vont être particulièrement brillants, et l'idée c'est de les soutenir. Et plus récemment, il y a eu une réelle volonté de la part de ces lauréats de faire développer à la Fondation justement des activités relatives à la science et à la transmission. Que la science ne reste pas dans les laboratoires ou tout simplement dans les publications scientifiques spécialisées, mais qu'elle s'ouvre plus généralement et plus largement sur le public. Et donc c'est à l'origine de la création du cercle FSER, qui s'appuie donc sur ce groupe de chercheurs extrêmement brillants. Il se trouve que le conseil scientifique de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche ne s'est a priori pas trop trompé en choisissant ces jeunes lauréats, puisqu'au fur et à mesure qu'ils prennent un peu d'âge, on les voit rentrer à l'Académie des sciences, on les voit acquérir des distinctions. Et donc l'enjeu du cercle FSER, un choix, ça a été vraiment de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce cercle pour mobiliser plus largement l'ensemble de la recherche dans les questions de science et de société, les faire mieux interagir et plus interagir avec le public. On sait qu'en France, on a un déficit de ce côté-là. En France, on a peut-être 10% des chercheurs qui sont très actifs en termes de liens avec les journalistes scientifiques, en termes d'intervention dans les écoles, alors qu'on a d'autres pays européens, je pense notamment à la Grande-Bretagne, où ces chiffres sont de l'ordre de 70%, et où donc il y a un lien qui est beaucoup plus organique entre justement le monde de la recherche et la société. Et donc ça fait partie des sujets qu'on abordera avec Cédric Villani. Pourquoi est-ce que c'est important, ce lien entre recherche et société? Madame de Saint-Pulgent a mentionné les vocations. Est-ce que c'est la seule raison? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux plus démocratiques dans le monde de la post-vérité qui est le nôtre? À qui est-ce qu'on s'adresse? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc en attendant qu'il arrive, je vais vous présenter brièvement justement les activités qu'on a menées au Treilles. Donc dans les activités du cercle FSER, une des idées pour justement faciliter ce lien et ce contact entre les chercheurs et plus généralement le public, qui est évidemment une somme de public, il n'y a pas une personne qui représenterait le public, on s'est focalisé sur un public plutôt jeune, le public des lycéens. Une des raisons de se focaliser sur les lycéens, c'est tout simplement parce que, on le voit ce soir, si on fait des manifestations qui sont ouvertes au public, on va attirer quelque part un public qui est déjà intéressé. Si vous êtes là, c'est parce que la question vous intéresse. En revanche, si la question ne vous intéresse pas, vous n'allez pas venir aux conférences qui parlent de science. Si la question ne vous intéresse pas, vous n'allez pas écouter les chroniques sur France Inter qui parlent de science, vous n'allez pas lire les pages sciences du Monde. Et donc, comment est-ce qu'on touche, en fait, l'ensemble du public? L'avantage, c'est que les lycéens, on appelle ça un public captif. Ils n'ont pas trop le choix. Quand leur enseignant a décidé de les emmener faire une sortie scientifique, ils doivent venir. Et donc, dans ces lycéens, on va trouver aussi bien les lycéens chez lesquels on va pouvoir susciter ces vocations scientifiques que des lycéens, autant qui n'iront plus jamais au musée dans les musées scientifiques, qui n'iront pas forcément à la Cité de la Science et de l'Industrie, mais qui, en revanche, peuvent découvrir ce que c'est que le travail de chercheur, qu'est-ce que c'est que la méthodologie scientifique. Et on s'est aussi positionné sur ce segment parce que la main à la pâte notamment travaille déjà beaucoup sur les élèves en école primaire et que donc ça nous paraissait être un public sur lequel il était important de travailler. Ce qu'on a développé à la Fondation des Treilles, c'est le prolongement d'une activité qu'on mène plus largement. C'est justement comment est-ce qu'on fait cette facilitation entre les chercheurs et le public de lycéens. La première chose, c'est déjà de mobiliser les chercheurs. J'ai été chercheur moi-même pendant très longtemps. On est très occupé.
C'est pas, évidemment, ça n'est pas que les chercheurs qui sont très occupés, mais on sait très bien que quand on a une activité professionnelle, a fortiori qui nous plaît, on y consacre beaucoup de temps. Dans la recherche, en plus, il y a une vraie pression en termes pour obtenir des financements, il faut publier, et donc le temps est quelque chose qui est toujours extrêmement précieux. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement faciliter ce lien en tenant compte des contraintes des chercheurs? L'idée, elle est très simple, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des colloques scientifiques qui existent, c'est-à-dire que les chercheurs se réunissent très régulièrement sur des tas de sujets, et c'est notamment le cas à la Fondation d'Étreilles, qui accueille justement des séminaires comme ça toute l'année, et qui en plus à la Fondation d'Étreilles accueille donc les chercheurs les plus renommés sur un thème particulier, et de leur proposer, sachant qu'ils sont tous là et plus disponibles que si on devait aller les chercher chacun dans leur laboratoire, d'interagir avec des lycéens sous la forme de courtes discussions. Donc on appelle ça un speed meeting. Donc c'est sur le format du speed dating. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent ce que c'est qu'un speed dating? Alors je vais quand même un petit peu préciser pour ceux qui n'ont pas levé la main. Et vous voyez qu'on va repartir assez loin. Le speed dating, c'est un format de rencontre très brève entre des partenaires qui recherchent un partenaire amoureux. Ça a été développé par un rabbin dans les quartiers de New York au début des années 80 pour s'assurer que les gens de la communauté pouvaient se rencontrer et choisir des partenaires. Là, vous me direz, mais on est assez loin de la science, et puis avec des lycéens, mais qu'est-ce que vous... Alors c'est pour ça qu'on a un peu modifié le nom, on parle de speed meeting plutôt que de speed dating, pour ne pas justement tomber dans cette... on va dire pour ne pas laisser la place à une interprétation qui n'aurait pas lieu d'être. Et l'idée est très simple, c'est qu'on a un petit groupe de lycéens, de 3-4 lycéens, en face d'un chercheur, pendant 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, la cloche sonne, et le chercheur change de table et va rencontrer un autre groupe de lycéens. 10 minutes après, la cloche ressonne, et comme ça pendant 1 heure. Et ce qui fait que chaque lycéen a pu rencontrer, vraiment non pas en conférence, là on est dans un contexte qui est un petit peu... on n'a pas un rapport très très humain. Si on était à 3 ou 4 autour d'une table, on se connaîtrait. Et du coup, ça serait l'occasion aussi de poser des questions qu'on n'ose pas forcément poser dans une grande assemblée. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour ces lycéens d'être vraiment très proches de ces chercheurs, de créer un lien qui est beaucoup plus fort. Et donc, on l'a testé à la Fondation d'Étreilles. Depuis que ça existe, il y a 500 lycéens de la région qui en ont déjà bénéficié, et qui ressortent de là les yeux absolument émerveillés, puisque en plus dans cette région, c'est un inspecteur de l'éducation nationale avec lequel on a monté le projet qui me l'avait dit, mais il a dit c'est un peu un désert scientifique. Et donc 90% des élèves qui viennent n'ont jamais rencontré de vrais chercheurs. Et donc ces 90% des élèves qui n'ont jamais rencontré de vrais chercheurs, on leur fait remplir des questionnaires avant qu'ils viennent, et puis une fois qu'ils sont partis, on sait aussi que quand ils arrivent, alors qu'ils sont quand même, la plupart sont déjà dans une section scientifique, ils nous disent qu'ils ignorent, par exemple, comment les connaissances scientifiques sont produites. Alors on se dit, c'est quand même formidable, ils font des sciences, et pourtant, les mécanismes de production des connaissances scientifiques leur sont étrangers. Et c'est justement la rencontre avec ces chercheurs qui permet de multiplier par 6 la proportion qui nous disent, ça y est, oui, je sais comment ça marche. Ça permet de découvrir aussi qu'est-ce que c'est que la recherche fondamentale. Parce que alors là, la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée, pour la plupart, donc moi je suis biologiste d'origine, pour la plupart, la recherche, c'est trouver des nouveaux médicaments. Et on sait bien que trouver des nouveaux médicaments, c'est une partie de la recherche. Mais ça ne peut pas être l'ensemble de la recherche. Il y a toute une partie de la recherche qui vise justement à produire des nouvelles connaissances. Et c'est bien parce qu'on est humain qu'on s'attache à cela, et repousser les limites de la connaissance. Du coup, je peux peut-être aborder justement, et peut-être qu'on peut en faire une discussion plus générale sur justement cette question de science et transmission. Qu'est-ce qu'on transmet quand on parle de transmettre des sciences? Qu'est-ce qu'il est souhaitable de transmettre? Est-ce que, évidemment, moi j'ai une opinion assez forte, mais je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de transmettre des faits. Quand on parle de culture scientifique, on ne parle pas uniquement de connaître par cœur la distance de la Terre à la Lune. Le boson de Higgs, c'est fascinant, mais ce n'est pas tout ce qui fait la culture scientifique. La culture scientifique, c'est bien aussi un ensemble de mécanismes intellectuels, de processus pour appréhender le monde tel qu'il est.
je voudrais commencer par ouvrir le débat et demander à ceux qui le souhaitent, pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme culture scientifique? Peut-être culture tout seul. Déjà tout à fait. On a isolé pendant trop longtemps le label scientifique, quelque chose d'un tout. Tout à fait. Ah, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que la culture scientifique fait partie de la culture et c'est quelque chose qui, dans notre société, a encore beaucoup de mal. Historiquement, on est une culture qui est très lettrée et on a un petit peu perdu justement cette tradition de, on va dire, l'homme de la Renaissance qui avait une culture qui s'étendait effectivement des sciences exactes, on va dire, jusqu'aux sciences humaines. C'est la curiosité, il faut être curieux pour être un chercheur. Tout à fait. Avoir envie de connaître ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très important de transmettre aux jeunes, pour lesquels la recherche et être chercheur, c'est d'abord être bon en maths et dans une discipline. Alors qu'on rencontre beaucoup de chercheurs qui vont nous dire que, par exemple, ils n'étaient pas forcément excellents à l'école. Mais justement, cette notion de la curiosité, c'est quelque chose qui est universellement partagé par les chercheurs. Oui. Dans votre exposé, vous êtes passé brutalement de ce que faisait la maths et au lycée. Or, le lycée, il a un tas d'autres contraintes, les examens, etc. Pourquoi ne pas viser après le primaire, quatrième, troisième, dans lequel ils sont beaucoup plus disponibles? Moi, j'ai dirigé le Valais, mais j'ai trouvé plus disponibles que les plus grands et mieux formés que les plus petits. Donc c'est un âge à considérer, à mon avis. Alors, c'est une excellente question. La raison pour laquelle on ne s'est pas positionné sur le collège, c'est qu'en fait, la Fondation La Main à la Pâte développe et est en train d'étendre ses activités justement sur le collège. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, alors qu'au lycée, en fait, il y avait extrêmement peu de choses. Donc, c'est une des principales raisons. Et donc, par exemple, pour les lycéens, on développe un programme qui est plus vaste, où on fait l'inverse. Au lieu de faire venir les lycéens aux chercheurs, on déplace en fait les chercheurs aux lycéens. Et donc, ça, c'est le programme Déclic, dialogue entre chercheurs et lycéens pour les intéresser à la construction des savoirs, et qui marche très très bien, parce qu'encore une fois, ce qu'on demande aux chercheurs, c'est simplement de se déplacer pour venir parler aux lycéens. Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus disponibles, et toujours dans ce dispositif de speed meeting, où il y a une vraie interaction entre les élèves et les chercheurs disent à quel point ils l'apprécient, et les lycéens aussi. Et les enseignants sont absolument étonnés de voir comment les lycéens se révèlent et justement s'expriment dans ces environnements qui sont beaucoup plus personnalisés que dans des environnements de type conférence, en fait, où c'est souvent les élèves qu'on est habitués à voir s'exprimer qui vont s'exprimer, alors que là, en fait, 100% des élèves vont s'exprimer et vont voir en plus différents métiers de la recherche et vont pouvoir poser différentes questions. Parmi les compétences du XXIe siècle que l'ensemble des organismes, OCDE, l'ONU, l'UNESCO proposent à l'école, il y a aussi l'esprit critique. Tout à fait. Est-ce que justement, cette démarche de mise en relation des chercheurs et des élèves, quels qu'ils soient, scientifiques ou non, ne permet pas justement d'appréhender la démarche scientifique et l'esprit critique? Ben justement, c'est le cas. Et c'est très important, c'est justement quelque chose d'autre qui me semble qu'il faut rentrer dans la culture scientifique, c'est cet esprit critique. Et je vous donne la parole. L'esprit critique, c'est justement ce qu'invoquent ceux qui critiquent la science. Donc l'esprit critique, c'est un peu comme le cholestérol, il y a un bon et un mauvais. Et je pense que quand on répond l'idée qu'il faut augmenter son esprit critique, l'idée est assez dangereuse, parce que justement, c'est ça ce qui fait que les scientifiques ont du mal à passer dans les écoles. Alors, je vais laisser Madame répondre. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et l'esprit critique doit être basé sur une assez bonne connaissance, culture scientifique de ce qui s'est passé avant, etc. Maintenant, on voit trop des jeunes qui disent « Oh non, mais moi, la relativité, j'y crois pas ». Donc, c'est la base de toute notre vie actuelle, la science moderne et ce qui se sait. Et donc, là aussi, ça doit reposer sur une connaissance préalable de ce qui a été mis en place depuis l'Antiquité. Et ça, encore une fois, c'est dommage parce qu'en France, c'est pas bien fait. Aux États-Unis, par exemple, dans les livres, même de lycée, etc., il y a une partie historique.
dans les chapitres épistémologiques, enfin, qui a découvert ça, etc. Et nous, on n'a jamais ça. On commence par des choses beaucoup trop formelles. Et je pense que ça décourage aussi la culture scientifique, comme on en parlait, parce que ça paraît inabordable alors qu'on pourrait d'abord raconter une histoire. Alors, pour revenir sur l'esprit critique, je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'esprit critique, ce qu'on met généralement sous le terme d'esprit critique, c'est pas juste remettre en cause ce qui existe. Ça, c'est quelque part, moi j'appellerais pas ça de l'esprit critique. C'est juste une remise en cause, effectivement, qui ne s'appuie pas sur une base. L'esprit critique, c'est aussi être capable d'argumenter et c'est pas juste critiquer, c'est sur la base de quoi est-ce qu'on remet en cause. Et justement, c'est toute la difficulté de faire passer cette culture scientifique, parce que la culture scientifique donne aussi les outils pour s'autocritiquer. Parce qu'effectivement, et on peut reprocher tout à fait, de manière tout à fait réelle, que la science n'est pas permanente, c'est pas quelque chose de figé, et qu'effectivement les choses évoluent. En même temps, on ne peut pas tomber dans le relativisme, à savoir tout a évolué, et donc on ne peut rien croire de ce que la science produit. Et donc c'est cette fine ligne qu'il faut arriver, et ce bon équilibre que les chercheurs connaissent bien parce que c'est leur métier, mais qui est très difficile justement à transmettre. Comment est-ce qu'on remet en cause sans simplement critiquer en disant « de toute façon ça changera ». Et de toute façon, ça sera remis en cause. Vous parlez des États-Unis, moi j'y ai habité longtemps, c'est ce qui a motivé ma décision de passer beaucoup de temps sur les questions de diffusion de la culture scientifique. Il se trouve que je travaillais dans le domaine de la génétique et de l'évolution. J'étais dans une ville universitaire, donc avec une moyenne extrêmement éduquée, 40 000 étudiants dans la ville qui viennent du monde entier. Et le samedi matin, au marché, il y avait un stand de créationnistes et c'était assez surprenant. J'ai toujours su qu'il y avait des créationnistes. J'ai toujours su qu'il y avait des créationnistes. Vous avez esprit critique, la culture scientifique, peut-être que vous pourriez vous asseoir. L'idée, c'était de cadrer un petit peu le débat sur science et transmission et d'aborder des questions telles que qu'est-ce qu'on met derrière le terme culture scientifique, pourquoi est-ce que c'est important de le transmettre, à qui. Ça déjà c'est les premières questions, on va attendre pour la suite, mais du coup on avait engagé le débat sur justement l'esprit critique. En même temps, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Et c'est toute la fine ligne, justement, que les chercheurs savent très bien mettre en œuvre, à savoir la fine ligne entre je peux remettre en cause des connaissances qui ont été établies, sans pour autant remettre en cause le processus scientifique lui-même de production des nouvelles connaissances. Tout à fait. Vous proposez que je commente? Oui. Ouais. Je voudrais vous laisser la parole. Ok, merci. C'est une ligne fine, comme vous dites. D'une part, il n'y a pas en matière d'affaires scientifiques d'autorité qui puisse dire voilà ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et dans bien des cas, même quand tout le monde est d'accord, pas de démonstration formelle irréprochable, à quelques exceptions près. Ensuite, on a bien des exemples dans l'histoire des sciences où même l'autorité la plus respectée du moment dans le monde se trompe, parfois dans les grandes largeurs. À l'école classique, c'est Lord Kelvin avec l'âge de la Terre, mais on en a d'autres. Il y a un livre qui est paru, Livio quelque chose, qui parlait de ces erreurs considérables et brillantes en un certain sens, parce que des fois leur analyse donne des perspectives considérables. Même en mathématiques, qui est censé être là où on peut vérifier les choses, ça arrive qu'il y ait des erreurs monumentales, ça arrive qu'on se rende compte que quelque chose qu'on croyait démontré 50 ans auparavant est en fait non seulement non démontré, mais parfois faux. Et ce sont des cas très rares, mais qui prouvent qu'il n'y a pas de certitude absolue. Pour autant, on ne peut pas admettre de dire que les connaissances, les points de vue se valent tous, qu'il n'y a rien de certain, et il faut trouver à naviguer entre les deux extrêmes. Doute complet et obéissance aveugle. Dans ce contexte,
esprit critique, c'est à double tranchant. C'est esprit critique par rapport à ce que le corpus qui va être, disons, plus ou moins admis globalement par exemple, les meilleurs experts scientifiques avec une sorte de consensus. Ça peut être aussi esprit critique par rapport aux remises en question. Et nous avons en ce moment une bataille considérable sur bien des sujets, analysée avec suffisamment de cas et d'exemples pour que les experts de sciences humaines et sociales s'en emparent et les étudient. Il y a, je pense, 2 jours de ça, j'ai écouté une conférence de Gérald Bronner sur le sujet, certains d'entre vous le connaissent à coup sûr, et il faisait un peu une revue de quelques études sur ce genre de questions qui sont parues récemment, l'une montrant que les fake news, comme on les appelle, et les théories du complot se propagent beaucoup plus vite et avec beaucoup plus d'impact et de taux d'acceptation et de rétention que ce qu'on appellera les nouvelles qui sont plus orthodoxes, que c'est très dur de faire changer les gens d'avis, montrant aussi que, et on le comprend bien, toute tentative d'apporter des labels ou de l'ordre dans les nouvelles est considérée comme un acte de censure, comme une tentative de manipulation, faire surgir des thèses complotistes. Et on a des problèmes considérables par rapport à ça, avec un rôle particulier de la France en la matière, que je ne m'explique pas complètement. Il avait dans les images qu'il nous présentait pour illustrer sa conférence, il y avait une image qui évaluait la répartition pays par pays des personnes émettant des doutes sur la démarche de vaccination. Et on voyait que la France était un point singulier par rapport au monde, avec un taux de scepticisme qui est bien plus élevé que n'importe quel autre pays dans lequel l'étude a pu être faite. Je ne m'explique pas complètement les raisons de cette particularité française. Sans doute certains ont des opinions là-dessus. Quand on est arrivé là-dessus, la bataille sur certains fronts est déjà perdue. Une fois que les gens sont convaincus, pratique, on n'arrive pas à les faire changer d'avis. Les jeunes, ouais. Alors c'est un point particulièrement intéressant justement parce que la question de faire changer les gens d'avis, en fait, ça dépend de comment est-ce qu'ils ont formé leur opinion. Et justement, sur des points comme la vaccination ou aux États-Unis le changement climatique, c'est une question, en fait, si les gens forment leur opinion sur des émotions, du coup, ce ne sont pas plus de faits qui vont leur permettre de faire changer leur opinion. Mais en revanche, donc il y a tout un champ de travail qui travaille justement sur comment les gens forment leur opinion. Et donc l'idée, c'est pas de dire si on veut leur faire changer leur opinion, au lieu de leur redonner plus de faits scientifiques disant, écoutez, cette étude sur la vaccination qui fait un lien avec l'autisme, elle a été publiée et rétractée, et plus personne dans le monde scientifique ne la soutient, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, c'est une dynamique temporelle qui est beaucoup plus lente que celle du retweet ou celle du like sur Facebook, que si on veut changer donc ces opinions qui ont été construites sur des émotions, en fait, du coup, il faut repartir sur d'abord les émotions. Oui, et que complètement. Alors, c'est ça. Là, il est vrai, mais en jouant émotion contre émotion. C'est ça. Oui. Il y a quelques jours aussi, je voyais une autre communication à l'Académie de médecine où quelqu'un me parlait précisément, exactement sur les vaccins et plus particulièrement le HPV, de démonstrations qui avaient été faites comme ça, et justement de la mise en scène de je ne sais plus qui s'était occupé de faire de la communication et qui montrait si la communication officielle de l'Académie de médecine sur le sujet, c'est pas quelques centaines de vues. Voici la communication par Twitter de la scientifique qui s'est mise dans le bain, qui fait le truc, et là, on gagne 2-3 ordres de grandeur. Et donc, sur ce point-là, tout à fait, il est possible que la bonne stratégie soit aux scientifiques d'apprendre à jouer émotion contre émotion, expérience personnelle contre avis personnel, et
de se remettre dans le bain sur les questions de démarche, de découverte et d'arriver aussi à mettre une forme de rêve dans la communication. Ce qui veut dire aussi, bien sûr, que si on s'intéresse à la culture scientifique dans cette optique, alors d'abord, chaque fois que, dans les temps récents, chaque fois qu'il y a une tribune qui sort sur l'importance de la culture scientifique en France, il y a une contre-tribune qui dit « Attention, vous êtes en train d'essayer de manipuler les gens sous couvert de culture scientifique. » Pour faire du scientisme. Faire du scientisme, voilà. Alors, question que j'allais poser. Exactement. Il y a eu un débat très, très récent à ce sujet, il y a une tribune qui est sortie, et il y a eu, avec une opinion, comme toujours, nuancée, intelligente et bien construite de Sylvestre Huette, qui a répondu à cette tribune, en disant attention à ne surtout pas présenter la culture scientifique explicitement ou implicitement sous un but utilitariste de transmission de messages à travers la population. Culture scientifique, la présenter plutôt comme doit être toute politique de culture, comme une affaire de cohésion de la société, d'ouverture, d'enrichissement et de façon de pouvoir donner des outils supplémentaires, des façons supplémentaires d'apprécier, d'avoir de l'esprit critique et de l'information. Et ce qui veut dire que quand on dit culture scientifique, bien sûr, et l'affaire est importante en particulier dans les évolutions d'organisation des programmes et des enseignements du secondaire, tels qu'ils ont été annoncés, préfigurés par le ministre de l'Éducation nationale. Quand on va parler culture scientifique, le fond comptera, mais tout ce qui est autour comptera au moins autant. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la démarche scientifique, comment la science fonctionne, quitte à ce que les élèves oublient le fond tout en gardant en tête la façon dont ça se passe, le processus, l'outil. Ce qui veut dire aussi qu'il sera plus important d'avoir fait faire à nos élèves un certain nombre d'expériences, de les avoir plongés dans quelques histoires, plutôt que d'insister sur un programme qui serait décliné et qui dirait voici un concept, deux concepts, trois concepts, et ainsi de suite. Bien sûr, il faudra qu'il y ait des concepts et des fonds, parce qu'on ne peut pas tout faire sur le processus. Mais il ne faudra surtout pas négliger ces questions de processus. Pierre Léna, qu'on connaît bien pour ses contributions à travers la main à la pâte, nous avait envoyé une contribution très intéressante exactement sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans les nouveaux programmes d'humanité scientifique et numérique ou de culture générale scientifique tels qu'ils vont être là, et insistance sur l'initiation à la démarche scientifique, initiation à la découverte. Oui, parce que je pense que c'est moi ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand on pense justement aux fake news, on pense beaucoup aux fake news politiques, mais en fait les fake news scientifiques représentent le plus gros volume de partage. Je pense aux travaux de Romain Badoir, justement, que la moitié des fake news qui sont repartagées sur Facebook, ce sont des fake news sur la santé, par exemple. Vous avez tous dû en voir passer. Si vous mangez tel aliment, vous allez gagner 30 points de QI. Et donc, ce sont des choses qui ont une importance dans la vie critique des gens, enfin dans la vie courante. Dans la vie critique, absolument. Et ça m'est arrivé de m'engager dans des discussions, dans des échanges longs même. Je me souviens avec un qui se trouvait aussi être militant politique et avec lequel on partait d'un a priori très sympathique, et en tout cas on était en confiance, et ça a été impossible de le faire changer d'avis sur la question de la vaccination. Les mails échangés ont été par dizaines, mais vous voyez, telle courbe montre bien que c'est l'hygiène qui a vaincu les maladies et pas les vaccinations. Et non, regardez attentivement la courbe, là, il y a une deuxième décroissance qui vient après l'effet d'hygiène si on regarde attentivement. Oui, mais c'est un effet qui... Et il y a tel autre cas sur lequel... Non, mais attention, là, le témoignage sur lequel vous appuyez est comme ça. Mais si on regarde les populations natives, non, les populations natives avaient une espérance de vie bien plus basse, et il y avait d'autres facteurs de mortalité, etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Une fois que c'est bien implanté, tous les arguments logiques vont s'écrouler contre un mur formé sur des convictions intimes et émotionnelles. Parce qu'en fait, des arguments logiques ne peuvent pas faire bouger une conviction qui n'est pas basée sur la logique, mais qui est basée sur l'émotion. C'est extrêmement difficile. Et que justement, ces constructions s'appuient sur l'émotion et vont reconstruire une logique parallèle derrière qu'on ne peut pas déconstruire par la logique Alors évidemment, il y a l'attitude, on
qu'on observe chez certains collègues, qui est ravageuse aussi, qui consiste à dire, bon, on peut rien pour eux, ils sont perdus, ils sont bêtes, et puis voilà. Et puis on peut lever les yeux au ciel, dire que la France s'est perdue, et que c'est un scandale qu'au pays de Pasteur, on ne fasse plus confiance au vaccin, et ainsi de suite, mais on a beau vociférer, ça ne changera rien. Ça renforcera même les gens dans leurs convictions. Ça renforce les convictions. Alors après, il y a l'argument qui est très délicat, on va voir, qui est un gros pari tel que présenté par Académie de médecine et qui a finalement été adopté par le gouvernement, qui est de dire, bon, puisqu'on n'arrive pas à convaincre, rendons les vaccins obligatoires. Ça a le mérite d'être pragmatique. Et le pari qui est fait, c'est de dire, d'ici quelques années, les gens s'y seront habitués et alors il n'y aura plus besoin que ce soit obligatoire. On peut se dire, oulala, c'est un pari risqué, et en tout cas, ça n'empêche pas de travailler sur les questions de culture et de sensibilisation scientifique, et ce qui est le plus important, c'est le plus jeune âge par rapport à ça. Il ne s'agit pas de bercer les gens de mythes infantilisants, mais il s'agit de leur donner les atouts et les armes qu'il faut pour apprécier tout cela. Tout à fait. Alors du coup, je vous pose la question, vous mentionnez des collègues, vous-même vous vous êtes beaucoup engagé en tant que chercheur pour aller par le public. Est-ce que c'est le rôle du chercheur ? Est-ce que ce sont les chercheurs qui sont les mieux armés justement pour avoir cette discussion et est-ce que ça fait partie de leur mission ? Alors moi, bien sûr, j'ai une opinion et je vais la pose. Sans surprise, je vais vous répondre que ça fait partie de leur mission, et c'est une conviction que je ne suis pas le seul à défendre, bien sûr. J'ai mis un point d'honneur à toujours, dans mes communications, utiliser des ressorts soit émotifs, soit personnels, soit un peu théâtraux, soit avec des histoires ou des choses comme ça. D'autres dans la salle, comme Étienne Guillon ici présent, comme l'autre Étienne ici présent, sont fait des spécialités de trouver à chaque fois des ressorts détournés sur des modes narratifs, sur des modes expérimentaux, sur de la captation d'imagination, d'attention, qui font que on entre dans l'histoire avec d'abord un contenu émotif, humain, ludique, ou ce qu'on veut. Ce qui n'empêche pas de mettre du fond, et parfois beaucoup de fond. Les références littéraires et culturelles sont importantes aussi, parce que les fonds littéraires et culturels sont beaucoup plus facilement partageables que les fonds, disons, théoriques, scientifiques. La possibilité de personnaliser les histoires et de prendre des personnes comme point d'entrée, aussi bien sûr. Je pense à la façon dont Étienne Klein a travaillé sur Albert Einstein, pays qui habitait Albert Einstein, ou encore d'autres affaires. Le leitmotiv que j'essayais d'avoir dans la construction de mes histoires ou de mes conférences, c'était de dire il y a 3 grands types d'histoires qu'il faut entremêler pour parler d'aventures scientifiques. Les histoires des humains, on va parler de tel humain qui a fait une découverte, qui a eu telle et telle idée, qui parfois s'est planté ou ce qu'on veut. Il va y avoir l'histoire des projets, quand on se dit tel problème à résoudre, en avant, comment on fait, on a une maladie qu'il faut vaincre, ou on veut aller sur la Lune, et qui va mettre sa contribution. Et troisième, c'est l'histoire des idées. Il y a un Fourier qui développe sa théorie, puis on va l'utiliser comme ceci, et puis l'idée elle-même arrive en rebondissant de problème en problème. Et si on entrelace les 3 brins dans la tresse, les humains, les idées et les projets, on a couvert les différents angles, les différentes facettes. Marie-Vonne de Saint-Pulgent évoquait, avant que vous n'arriviez, comment est-ce qu'elle avait été très impressionnée sur le fait que vous avez expliqué le sujet du séminaire auquel vous assistiez au Treil, aux agents justement des Treils, et comment effectivement elle avait été bluffée par ses qualités pédagogiques. Je pense quand même que les gens aiment comprendre. Les gens aiment comprendre. Du coup, la culture scientifique, ça concerne en fait chaque citoyen. C'est pas quelque chose qui doit être réservé à... Non, la culture scientifique concerne tous les citoyens. Et deuxièmement, il faut le voir comme une partie de la culture. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a évoqué déjà, mais je pense que... C'est quelque chose que... D'accord. Ouais. On est là-dedans. Et
il devrait y avoir des programmes rattachés au ministère de la Culture, par exemple, qui travaillent là-dessus, des programmes mixtes où des artistes, au sens où on l'entend d'habitude, sont en dialogue avec des scientifiques, contribuent ensemble à mettre leur programme sur pied, et ça peut se décliner dans bien des secteurs. Et c'est une des forces de l'écosystème périscolaire français qui a beaucoup au moins de velléité, de naissance de projets sur ces interfaces. Il y a quelques jours, j'ai assisté au spectacle au Théâtre du Rond-Point de Yann Frisch. C'est de la magie, avec des tours de cartes tant que vous voulez, avec les cartes qui apparaissent ici, là, partout. Et dans la discussion, on évoquait ensemble le fait qu'il y a des interactions historiques entre mathématiques et magie, et certains... Un cas célèbre de magicien qui est devenu mathématicien, c'était Percy Diaconis, qui a joué un rôle important dans l'Union magique internationale, avant de jouer un rôle important dans l'Union mathématique internationale, qui me disait, qui a écrit un ouvrage aussi sur l'ensemble de concepts, tout un ensemble de concepts mathématiques à partir desquels on peut faire des tours de magie. Et lui, c'est encore quelqu'un qui est passé à la science à partir de l'émotion, au sens où il s'est dit qu'il allait refaire des sciences après avoir été drop-out. Il a quitté le système scolaire à 14 ans ou quelque chose comme ça. Il s'est remis à faire des études mathématiques pour comprendre les principes combinatoires sur lesquels reposaient un des tours de cartes. Ça l'a mené à devenir l'un des plus célèbres professeurs de Stanford. C'est un cas un peu extrême, mais ça montre que là aussi, c'est le ressort sensible et émotif qui l'a amené à ça. Et il me disait d'ailleurs, Diaconis, il connaît des tours de magie qui reposent sur tous les grands principes mathématiques, sauf l'analyse. C'est avis aux amateurs, il y a des tours de magie qui reposent sur la combinatoire, sur l'algèbre, sur la géométrie, sur les stats, sur des problèmes, mais rien qui repose sur de l'analyse à ce jour. Et ça peut être vu comme un défi intéressant pour il y a un boulevard d'innovation pour les boulevard magiciens. d'innovation, équipe de recherche, projet innovant déposé à l'ANR, et tout ce que vous voulez. Exactement. Est-ce que vous faites un lien entre ce que vous dites sur le côté France champion de l'incrédulité et la culture économique particulière des Français? Honnêtement, je ne saurais pas dire. France est experte pour ce... On sait que c'est un pays qui s'est toujours considéré comme singulier, unique dans le monde et avec un destin messianique. Bon. Et que ça a pu jouer des fois de façon extraordinaire pour sauver la France plus d'une fois d'une situation qui avait l'air complètement perdue politiquement, par exemple. Et parfois, évidemment, ça le dessert. L'intérêt, c'est que c'est peut-être, on va dire, beaucoup d'énergie qui, si un jour trouve à être... s'incarne dans une autre direction, ça peut être une force considérable. Ce que je veux dire, c'est que la culture économique française est quand même, pose quand même quelques questions. Vous croyez? Les croyances en matière économique sont assez remarquables ici en France. On a l'idée que sur l'année qui s'est écoulée, là, j'ai eu l'impression de... Oui, alors j'ai eu l'occasion de voir ça en plein d'occasions sur l'année écoulée. Est-ce que le genre de choses que vous décrivez? Oui, il y a beaucoup de choses que vous comprenez qu'il faut mettre un peu en sourdine quand vous êtes mathématicien et que vous vous lancez en politique. Mais effectivement, il y a beaucoup de singularités et de façon de prendre les choses avec... Est-ce que c'est irrationnalité parfois? Est-ce que c'est lié au fait que les Français n'aiment pas les mathématiques? Même s'ils ont des mathématiciens tout à fait exceptionnels. Il y a une école mathématique française, mais la culture mathématique de base moyenne des individus n'est pas excellente. Elle est fort mauvaise, mais ailleurs c'est vrai aussi. Et fondamentalement, la France est un pays qui aime la discipline. Alors nous avons des problèmes liés à l'organisation de notre éducation, c'est sûr, mais... Les problèmes d'intérêt de l'ensemble des citoyens pour la discipline, ils ne sont pas pires en France qu'ailleurs. Et
allez aux États-Unis parler de culture scientifique, vous y verrez un accueil bien plus frais que quand vous parlez de culture scientifique ici. Je me souviens de... Excusez-moi, je voudrais quand même poser une question. Allez-y. Et la France. Il me semble que ça fait 40 ans qu'il y a une dame qui s'appelle Stella Barou, qui a essayé, qui a écrit des tas de livres pour essayer de changer l'approche des très jeunes avec cette matière qui est répulsive pour beaucoup de jeunes. Pourquoi est-ce qu'en 40 ans, personne ne la connaît, en gros? Et pourquoi est-ce que cela n'a donné aucun résultat? Excusez-moi. On va mettre plusieurs choses dans la balance, mais en premier, cette aventure ou mésaventure que vous décrivez, elle n'est pas particulière à la France. Et chaque pays a son petit nombre de personnes qui s'évertuent à essayer de changer l'image de la discipline chez eux. En second, les meilleurs résultats obtenus ces dernières années par des personnes travaillant sur la vulgarisation et le lien des citoyens avec la mathématique sont des gens qui n'ont surtout pas pris l'approche logique. Ni l'approche logique, ni l'approche de dénoncer des choses absurdes. Ils ont pris un angle d'apprivoisement, ils ont écrit des bouquins qui parlaient de mathématiques et de cuisine, ou de mathématiques et d'amour, ou de mathématiques et ceci ou cela. Et et tous ceux qui ont pris l'approche rationnelle en disant voilà une absurdité qu'on fait, il ne faut pas faire comme ça, ont échoué. Comparer l'approche d'une Stella Barou avec l'approche de ces ouvrages dont je parle, Mathematics of Love, Mathematics of Cooking, etc., vous verrez qu'il y a un grand écart dans la façon d'apprivoiser les choses. Autour des conférenciers TED qui viennent vous parler de mathématiques différemment, c'est vraiment une approche qui, quand on la voit de prime abord avec nos habitudes françaises, nous paraît tellement, qu'est-ce qu'on va dire, à côté de la plaque ou hors sujet ou iconoclaste, on se dit c'est juste pas possible. Et puis ça a un impact, un succès bien plus élevé en pratique. Ce qui veut dire qu'il faut aller certainement encore beaucoup plus loin dans l'audace de la forme. Malgré tout ça, la France reste un des pays où on respecte les intellectuels. Et les auteurs, il est vrai que c'est plus facile d'être respecté, écouté, invité quand on est catalogué intellectuel littéraire, philosophe, que quand on est catalogué intellectuel scientifique, expert en sciences dures. Mais la France reste un pays qui respecte les intellectuels. Il y a un livre fabuleux qui est Les leçons d'à peu près de Guilbault. Il essaie de dire que le rapport du périmètre sur le diamètre, par exemple, c'est 3. À la limite, c'est pas mal. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Les mathématiques nous disent jusqu'où on a besoin, mais peut-être que pour certaines applications, c'est bien. Et peut-être que si on acceptait cet à peu près, ces problèmes d'ordre de grandeur, etc., comme aussi venant des mathématiques, ça aiderait un dialogue qui n'est pas toujours bon entre les mathématiques et les sciences expérimentales que je représente. Il y a plein de problèmes de la vie courante. Quand on se dit, je ne sais pas moi, on est sur une carte, on voit que la distance à vol d'oiseau c'est 100 km, on voit que la route fait un peu comme ça, on se demande comment c'est. Ben oui, pour un problème aussi grossier, on va prendre 3 comme approximation, bien sûr. Bon, il y a bien des exemples dans lesquels la virgule compte pas. Et le fait d'être sur ces approximations et ce doigt mouillé contribue bien sûr à dire voilà, on n'est pas dans la... Ça m'est arrivé, comme beaucoup de mathématiciens, je ne suis pas un bon calculateur, et quand les gens ils discutent avec moi et ils voient qu'on fait le truc et que je me plante d'un facteur 2 ou que dans la statistique je tombe au-dessus ou au-dessous, d'abord ils sont choqués, ensuite ils disent ah oui mais alors pourquoi tu es bon en maths si tu n'es pas capable de faire ça? Et puis ça amène une discussion sur la nature. Ça m'est arrivé encore tout récemment avec un collègue
politique, on discutait de comparaison de budget tel et tel. Je lui dis, ah, le truc là, ça doit être moins, donc ça doit être 90%. Et non, mais non. Et puis en fait, j'avais juste, c'était plus au lieu de moins, quoi. Mais pourquoi c'est pas évident pour toi? Et je sais qu'il en a parlé aux collègues pendant un temps important. Ah, Villani, il a fait l'erreur, là, ça a l'air quelque chose de tout ça. Mais en même temps, la salle Pi du café Borel au palais, la découverte avec énormément de décimales, était très importante aussi, et pas les opposer. Elle est, voilà, et là il faut faire attention, elle est intéressante. Cette salle Pi, d'une part, elle fait rêver parce qu'on voit cette infinie précision et on se dit quel sens ça a, un nombre à une échelle si petite qu'elle a juste aucun sens, même du point de vue physique ou même de tout ce qu'on peut imaginer. Bien en deçà des limites qui viennent avec la réalité quantique ou qui sait quoi. Et en même temps, faire attention que ça soit pas trop... ça peut être paralysant. On se dit, voilà, mathématicien, et calculer avec le... C'est une question que les uns et les autres posent. D'ailleurs, combien de décimales de pi tu connais et qui pensent avec ça, avoir une estimation de quel est l'intérêt pour les sciences. Une question qu'on va poser dans une vidéo organisée par le MEDEF. À la fin, attendez, combien de décimales de pi vous connaissez? Ici, la question. Si je me réfère à la façon dont nous avons appris, lorsque j'étais en classe de première, la continuité d'une fonction, j'essaie de réfléchir à tout ce que sont devenus mes camarades. On était peu nombreux à avoir compris cette définition-là qui a disparu des manuels scolaires et des programmes tels que c'était fait à l'époque. Mais je m'interroge. La définition avec le delta et l'epsilon, comme on dit. D'accord. Quasiment personne n'avait compris. Elle était au programme et je m'interroge sur tous ces collègues, en fait, tous ces enfants, tous ceux qui sont devenus adultes, j'espère qu'ils sont plus loin en ce moment, et qui ne sont donc peut-être pas devenus des scientifiques, quels qu'ils soient, mais quelle mémoire garde-t-il des mathématiques avec cette définition-là? Au sens où, je reviens à ce que vous parliez tout à l'heure de la cuisine et des mathématiques, les mathématiques nous environnent. Il n'est pas nécessaire de devenir d'éminents universitaires, chercheurs comme vous, pour comprendre ces mathématiques au niveau de la classe de première, puisque ça s'adresse à tous les élèves. Oui. Est-ce que le problème ne serait-il pas là? Il y a plein de réponses possibles. En premier, le simple fait de s'être, une fois dans sa vie d'adolescent, concentré pour comprendre le sens de ça, d'avoir essayé de le mettre en application sur un exercice, c'est un entraînement qui a son intérêt, même bien longtemps après qu'on a oublié ce que c'est que la définition de la continuité. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion avec un directeur de musée des sciences aux États-Unis, d'un grand musée des sciences, qui me parlait de ces études, montrant que le simple fait de faire des études en mathématiques dans sa vie d'étudiant, d'avoir mathématiques dans sa vie d'étudiant, était très bien corrélé avec le succès dans son diplôme d'étudiant, tout diplôme confondu. Et c'est la discipline par excellence où on doit se concentrer, où on doit donner corps à quelque chose qui est abstrait et faire un effort de conceptualisation. Et rien que ça, ça va être utile pour le reste. Et puis, c'est l'une des disciplines où on travaille le plus sur la question du raisonnement déductif. Et par opposition à d'autres disciplines où ça va être plus par induction ou par l'exemple. Et ça vaut le coup de travailler aussi sur cette forme de raisonnement qui est beaucoup moins naturelle pour notre cerveau d'humain que les formes de raisonnement par induction et par généralisation, par l'exemple. Donc rien que pour cette question-là, ça vaut le coup d'en avoir fait, y compris d'être allé un peu au-delà de ce que d'avoir un peu souffert, si on peut. Je voulais vous interroger. Vous avez récemment commis un rapport sur l'intelligence artificielle. Ah, j'ai fait ça. Ouais. Bravo, c'est un très bon rapport. J'en conseille la lecture à tout le monde. Et justement, sur ce qui est en train de bouleverser notre monde, quel impact est-ce que ça
Alors, je ne vais pas vous demander de jouer les visionnaires du futur, mais à quoi Visionnaire du passé, je préfère, c'est encore plus simple. C'est plus facile. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? On va dire, c'est plus simple. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, justement, dans les bouleversements que ça risque d'impliquer, que ce soit en termes d'éducation, on parlait aussi de transmission des sciences. En premier, je vais parler de la genèse du rapport, et je suis assez fier de ce qu'on a pu produire dans le cadre de ce rapport, et du panorama qu'on a fait. Et si on a pu produire le panorama et des choses qui sont convaincantes, c'est avant tout parce que l'équipe humaine qui a bossé là-dessus était à niveau. Et les 6 personnes qui m'accompagnaient, pareil, étaient motivées, compétentes et tout ce qu'on veut, mais c'était un bon mix de compétences. Ça allait de l'expert en intelligence artificielle qui était Mark Schonauer, à des experts en sciences humaines et sociales, un expert en droit, un expert en sciences du travail, on va dire, 2 qui avaient une formation d'ingénieur et puis une formation plus corporate, on va dire. Et c'est de ce mix-là qu'on avait besoin. C'était vrai pour le rapport, ce sera vrai aussi pour les développements et les applications. Parce que c'est un sujet qui se travaille dans ses usages, plus encore que les autres, un sujet qui est défini par les tâches, par les capacités d'adoption. C'est un sujet qui doit se travailler main dans la main, sciences et techno d'une part, sciences humaines et sociales d'autre part. Et il faudra faire attention à ça. En second lieu, c'est un sujet qui, comme je disais, se développe avec la production et les usages, main dans la main, et où la phase d'expérimentation et d'approche pragmatique est très importante, et même un peu disproportionnée par rapport à la phase théorique actuellement. C'est un domaine dans lequel il reste des grands mystères théoriques et des grandes pierres dans le jardin des informaticiens théoriciens qui n'ont pas réussi à prédire, par exemple, à quelle vitesse les réseaux de neurones regagneraient en popularité et en efficacité. Pour ce qui est des usages, des domaines, il faut s'attendre à ce que ça puisse s'inviter dans n'importe quel domaine. Il faut bien avoir conscience qu'il y a toutes sortes de dérives et de cas d'usage qui sont calamiteux. Nous avons la chance que nos amis américains ont expérimenté plus tôt et avec moins de garde-fous que nous, ce qui nous permet d'avoir déjà un beau panel de choses à ne pas faire, et aussi de choses à faire d'ailleurs. Vous parlez de l'éducation. Parce que ça fait partie notamment dans des 5 secteurs. 5 secteurs que nous avons développés dans les annexes de nos rapports. En premier, c'est un secteur dans lequel on se dit que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça demande un travail personnalisé. Les enseignants comme les étudiants sont un peu tous différents. L'intelligence artificielle permet de travailler sur un gros corpus de connaissances et de les digérer. Et puis, c'est évolutif, bien sûr. Et un élève évolue au cours de sa scolarité. Quelque chose qui est un peu plus... Alors, je vais poser ça et dire juste après que, pourtant, l'impact dans les sciences de l'éducation, pour l'instant, est très faible. Et parmi les choses qui manquent, il y a en particulier de grandes expérimentations dans un contexte où les mondes de l'éducation et le monde de la tech ont beaucoup de mal à communiquer et sont en vraie défiance. Ensuite, c'est dur d'évaluer les performances, même dans l'absolu, et il est facile de se tromper. Il n'est pas anodin que le secteur de l'éducation soit l'un des exemples les plus frappants du livre brûlot de Cathy O'Neill sur les dérives de l'intelligence artificielle, à travers les expériences de notation automatique des performances des enseignants. Programme, dans certains États américains, un programme qui a tourné au fiasco. Et on va dire aussi qu'il y a tout un volet sciences humaines, perception, cognition, qui dépend d'inconnues humaines que nous continuons à défricher. On s'est rendu compte quand les MOOC sont arrivés que c'était très dur de capter l'attention d'un cours sur écran. Ça a été une surprise parce qu'on voit nos jeunes
sidéré devant des jeux électroniques pendant 10 heures d'affilée, et pourtant, devant un cours sur écran, c'est un temps d'attention qui est bien moindre que face à un enseignant en vrai. On a vu aussi qu'il n'est pas du tout facile, avec les intelligences artificielles, de trouver la bonne dose d'effort. Les IA, dans plein d'applications, sont très fortes pour aller au-devant de nos désirs et nous resservir ce qu'on aime. La musique, qu'on a bien aimé, aller vers la pente de facilité. Mais si, en éducation, on vous donne toujours les questions auxquelles vous aimez répondre, et vous ne progressez pas beaucoup. Quoi. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Alors certains imaginent que certaines techniques d'intelligence artificielle, par exemple les techniques en mode adversarial, où c'est comme si on avait deux IA en compétition l'une avec l'autre, pourront servir de modèle à des choses qui seront plus sur le défi posé à l'étudiant. Mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment convaincant, où ça reste assez basique. Donc on a besoin de beaucoup plus d'expérimentation. Et on a vu cruellement, à travers les premiers expérimentateurs à travers le monde, que le simple fait d'aller vers les nouvelles technologies en sciences de l'éducation n'était pas synonyme d'augmentation de services, bien au contraire. Donc c'est un cas extrêmement intéressant. De façon intéressante aussi, quand on regarde les études des grands cabinets de conseil, les McKinsey ou autres, et qui travaillent secteur par secteur sur la valeur ajoutée dans les années qui viennent, l'éducation est un des secteurs où ils prédisent la plus faible valeur ajoutée. Du moins à courte et moyenne échéance. Et je dirais, il est possible qu'après, la donne soit changée radicalement une fois qu'on aura passé certains paliers. Mais pour l'instant, disons, ça fait partie, on va le présenter comme ça, des tâches qu'on arrive le moins bien à automatiser, l'éducation. Et ça fait partie, on découvre, ça fait partie des choses les plus complexes qui soient. Et évidemment, ça n'empêche pas tout le monde de vous dire, bien sûr, il suffit de le faire comme un jeu, et les élèves apprendront tout seuls, et tout ça. C'est très facile de dire ce genre de choses, et de mettre en place le programme qui fonctionnera bien, et le programme qui passera à l'échelle, c'est un vrai défi. Et pour l'instant, ça repose beaucoup sur la transmission, ça repose encore de façon majeure sur la transmission humaine, sur le problème de compétences humaines. Alors maintenant, il y a un autre défi qui est lié à l'intelligence artificielle et à l'éducation, c'est la façon de donner à nos jeunes des armes pour plus tard, être prêts à développer ou interagir avec ces technologies. Et il y a deux erreurs opposées, si on veut. Une première erreur qui consisterait à croire qu'on peut le faire sans jamais avoir mis les mains dans un programme, dans du code. Et une autre erreur qui est de croire qu'il faut se limiter à cet aspect informatique et que c'est l'approche du codeur qui sera celle pour l'intelligence artificielle. Alors oui, il faut avoir une bonne idée, une bonne perception de ce que c'est qu'un code et commencer à faire l'algorithmique. Ça faisait partie de nos recommandations pour le rapport à Jean-Michel Blanquer dès le niveau CP environ, et commencer résolument de façon débranchée pour comprendre la démarche théorique de ce que c'est qu'un algorithme, avant d'y aller sur le problème du logiciel. Mais d'un autre côté, la grande majorité des gens qui auront à interagir avec de l'intelligence artificielle le feront sur un mode interactif, en utilisateur ou en accompagnateur de développement, et pas en codeur. Et donc, ils ont besoin aussi d'être formés à travers des projets, à l'esprit, aux réflexes qu'il faut avoir, à la rigueur dans le développement d'un projet, au fait de garder son esprit critique. On revient là-dessus. On y revient toujours. On y revient toujours. Et pour ce qui est de la formation, plus tard, de quel type de compétences on veut, là aussi, il y a tout un travail à faire sur élargir les bases et les compétences, et les retours des entreprises et des représentants d'entreprises qu'on a pu interroger pendant le rapport sur l'intelligence artificielle sont très clairs. Nous disons, on a besoin de beaucoup plus d'experts en IA que ce qui existe maintenant, et en deux, on a besoin de gens beaucoup plus variés, une base beaucoup plus large, pas forcément de Bac plus 20, mais de gens qui sont à Bac plus 5, à Bac plus 4, à Bac plus 3, voire Bac plus 2, en tout cas, qui ont la culture et qui connaissent les ressorts sur certaines choses simples, et qui vont avoir de bonnes qualités de relationnel et d'interaction dans les projets, mais qui ne seront pas forcément des experts du sujet, au sens où on l'entend dans les formations actuelles. Alors,
vous avez mentionné justement cette recommandation d'inclure ça dès le plus jeune âge. Vous avez une idée de l'impact de cette recommandation ? Vous voulez dire impact sur la politique du gouvernement, impact sur... Justement, est-ce qu'on peut imaginer que ça sera quelque chose qui va être mis en œuvre ? Parce que c'est une idée qu'on a déjà entendue. Oui. Est-ce que ça sera suivi des faits ? La réponse est oui. Ça sera suivi des faits et c'est en cours de discussion. Et pour faire un tout petit peu de politique, on a actuellement un ministre qui est dans une position favorable, puisqu'avec un certain taux de confiance important et une grande maîtrise technique des rouages de la machine éducation nationale, en particulier de par son parcours professionnel passé. Et un ministre qui est convaincu, qui s'est engagé aussi en la matière et qui a la conviction profonde de l'intérêt de la démarche. Avec ces outils, et c'est intéressant, dans l'une des discussions que Charles Torossian et moi on a pu avoir avec lui sur cette question-là précisément du code, de la programmation, il nous a dit « Moi, c'est pas ma culture, j'y connais rien, mais j'ai compris une chose en voyant les gens programmer, c'est que ce qu'ils font s'apparente au point de vue de l'esprit à un travail d'analyse syntaxique. » Et où on cherche à nommer dans différentes catégories les concepts et à travailler sur les liens qu'il y a entre les uns et les autres. Et effectivement, bien sûr, c'est un aspect majeur et fondamental de l'entraînement qu'il y a dans la démarche du codage. Et on voit ici, à travers cet angle aussi, la façon dont on peut convaincre, entraîner les gens qui sont réfractaires. Pour faire un peu de politique aussi, pour caricaturer les objections classiques qui ont été levées chaque fois qu'on a dit les uns les autres il faut un enseignement d'informatique et en particulier d'algorithmique à ces jeunes, elles ont été de deux grands types de nature, deux grands types d'objections, les unes plutôt associées à des idées de gauche, les autres plutôt associées à des idées de droite, et les unes disant avant de se lancer sur ces choses nouvelles, il faut commencer par maîtriser les classiques, ce qui est dans notre culture, et d'abord apprendre à bien maîtriser le français, la grammaire, et ensuite on pourra s'intéresser à ces autres technologies. Et d'autres disant, dans le monde actuel, ce qui est important, ce n'est pas la technologie, mais les valeurs humaines, le partage, le contact, la communication, l'empathie, et c'est ça qui sauvera le monde, pas la technologie. Et évidemment, il faut dépasser ce genre d'objection et bien voir, on revient aux questions d'esprit critique et culture scientifique, le fait de comprendre la démarche algorithmique, c'est une ouverture considérable par rapport aux grands enjeux économiques et culturels actuels, à la compréhension des risques éthiques, à la façon, aux nouveaux enjeux d'interface entre sciences dites dures et sciences dites humaines. Bref, ça enrichit considérablement les horizons, les perspectives. Alors, parce que pour moi, il y a une autre manière dont ça reboucle, c'est que une des difficultés, du coup, c'est la formation, que ce soit des enseignants qui devront mettre en œuvre justement ces apprentissages, où on reparlait de culture scientifique, des chercheurs qui doivent s'adresser au public. Comment est-ce qu'on résout ? Alors là, pour le coup, c'est une question très ouverte. Il n'y a pas de réponse immédiate. Comment est-ce qu'on résout ces enjeux de formation ? Formation des gens qui sont dans la médiation et dans la formation. Et on revient sur cette question, est-ce que ça fait partie du devoir des chercheurs, des enseignants-chercheurs? En premier, j'aurais dû insister aussi là-dessus, non seulement ça fait partie du devoir, mais pour diverses raisons. C'est important que la communication scientifique soit faite en partie par les gens dont c'est le métier de faire de la science et de produire de la science. Et oui, par exemple, les journalistes scientifiques sont importants, sont légitimes, mais le taux d'empathie et de confiance qu'un citoyen aura par rapport à la science, il ne sera jamais aussi fort que quand c'est le chercheur lui-même qui parle et qui parle de son expérience personnelle, y compris au plan de la découverte, de l'enthousiasme. Donc c'est important de le faire. Au niveau de la formation, d'abord, l'organiser,
le pratiquer. Dans mon cas personnel, un rôle majeur a été joué par un stage de 2 jours que j'ai fait dans le temps, organisé par le CNRS, genre formation CNRS pour directeur de laboratoire pour apprendre à communiquer avec les médias. C'était que 2 jours, mais ça a été un changement radical et les quelques leçons que j'ai apprises pendant ces 2 jours, je les ai mises en pratique pendant des années et des années qui ont suivi. Donc, en premier, repérer une bonne formation est très bien. Et la bonne formation, c'est celle qui est recommandée par le collègue, pas celle qui est recommandée par le ministère ou le président de l'université. Et ensuite, je dirais, à niveau institutionnel, il y a des incitations qui sont très délicates, qui sont dans la valorisation de ce genre de choses, dans la reconnaissance, dans les carrières, qui pour l'instant ne sont pas à niveau, malgré les bonnes volontés affichées. Après, je dirais, comme tout, on apprend en fonction des projets, on apprend en profitant de telle et telle occasion. Et il y a une telle variété de formes et d'événements, d'actions sur lesquels on peut se raccrocher, qu'on peut toujours trouver un projet dans lequel on va être intéressé. Merci pour votre écoute attentive, votre enthousiasme et votre soutien, on le sait bien, à tout ce genre d'action, parce que la science, c'est l'affaire de tous, et pas seulement des scientifiques. Et c'est une affaire qui, aujourd'hui, plus que jamais, doit se partager et se faire en travail dans la cohésion. Merci. Merci.